Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, chapitre 3, donc dernier chapitre avant l'examen, concernant le théorème de Gauss. Le théorème de Gauss, vous allez voir, vous allez soit l'aimer ou le détester, dépendamment de votre niveau de pratique. C'est quelque chose d'extrêmement puissant qui nous permet de calculer des champs électriques à partir de surfaces fermées. Donc, on va créer vraiment une surface. Ce qui va être important, dans le fond, ça va être d'établir une bonne géométrie autour de cet objet-là. Je ne cacherai pas qu'il y a deux géométries qu'on va principalement utiliser, c'est-à-dire le cylindre pour les géométries qui sont plus linéiques et les sphères, donc pour les géométries qui sont sphériques, donc pour les charges ponctuelles et puis pour les sphères après ça. Donc c'est vraiment les deux choses qu'on va devoir utiliser. Écoutez, il y a un long préambule, je vous dirais, dans ce chapitre-là pour arriver là. Il y a pas mal de trucs qu'on va faire en début de chapitre, vous allez voir, qui sont vraiment là pour nous aider à comprendre la fin, là, mais c'est, comme je dis, là, c'est vraiment la fin du chapitre où ce qui est que tout est important, mais je pense qu'il faut y aller quand même à petits pas pour bien saisir tout ce qui se passe dans le théorème de Gauss. Donc, comme je vous disais, le théorème de Gauss établit le rapport entre les champs électriques des points d'une surface de Gauss, donc une surface fermée, et la charge nette à l'intérieur de celle-ci. Donc ça, on y viendra dans quand même quelques minutes. Mais c'est vraiment ça. Donc, le but là, du théorème de Gauss, ultimement, là, malgré tout ce qu'on va faire au début, qui seront plus ou moins utiles à la fin, là, qui sont vraiment juste là pour nous aider à comprendre ce principe-là, c'est vraiment établir une surface fermée. Puis, on peut déterminer le champ électrique qui est sur cette surface-là en fonction des charges qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça devient quelque chose qui est très puissant. Ça nous évite de faire des grosses intégrales complexes comme dans le chapitre 2. Par contre, comme je disais tout à l'heure, ça nous prend des situations qui ont des symétries bien établies. Si on a des choses qui sont pas symétriques, on peut pas utiliser le théorème de Gauss. Donc, c'est son gros tendon d'Achille, c'est vraiment ça. C'est que si on n'a pas une situation qui est parfaitement symétrique, on est un peu coincé à refaire ce qu'on faisait dans le chapitre 2. Donc, on pourra pas vraiment l'utiliser, mais on verra ça en temps et lieu. Donc, première chose que je voulais qu'on regarde qu'on regarde ensemble, c'est le flux. Donc, le concept de flux. J'aime bien faire l'analogie avec le vent. Donc, j'ai commencé par parler de flux volumique, donc débit volumique. Donc, un flux qu'on calculerait, disons, à partir, disons, du vent qui passerait dans une fenêtre. Si le vent est perpendiculaire à la fenêtre, donc dans le sens de la fenêtre, on va avoir beaucoup de vent qui va rentrer dans la maison. Tandis que si le vent est parallèle à la fenêtre, ben on n'a pas beaucoup de vent qui va rentrer dans la maison. Le fait, si on s'imagine le vent comme étant un vecteur qui pointe dans une direction, il faut vraiment s'imaginer que si ce vecteur-là traverse une fenêtre, ben il y a du vent qui rentre dans la maison. Si le vecteur est parallèle à la fenêtre, ben il n'y aura pas de vent qui va traverser cette fenêtre-là, donc qui va rentrer ou sortir de la maison. C'est ce concept-là qui est bien important parce qu'après ça, on va le faire avec des champs électriques. Donc, on va pouvoir calculer le flux électrique. Et ça, c'est important de savoir bien le calculer. Donc, ce qu'on va faire, c'est un produit scalaire entre deux quantités, c'est-à-dire la quantité qu'on va étudier. Donc, dans mon exemple, ça va être la vitesse du vent et la surface de la fenêtre. Et on va faire un produit scalaire entre ces deux quantités-là. Le vecteur surface, qu'on va appeler A, c'est un vecteur qui va toujours être perpendiculaire à cette surface-là. Donc, si je prends une fenêtre qui est rectangulaire, par exemple, faut toujours s'imaginer un vecteur qui va toujours pointer vers l'extérieur de cette fenêtre-là. Donc, si tu as une fenêtre dans ta chambre, imagine-toi la fenêtre, quand elle est fermée, trace un vecteur perpendiculaire à cette fenêtre-là qui pointe vers l'extérieur. C'est toujours ça qui va être le vecteur dA pour l'orientation. Et de quelle grandeur va être ce vecteur-là? Ben, c'est la surface de ta fenêtre. Ensuite, c'est ça, si le vent il rentre ou sort de ton truc, ça va donner des flux qui vont être différents. On peut avoir des flux qui sont négatifs, dépendamment si le vent rentre ou sort de la fenêtre. On va tout regarder ça avec quelques exemples. Donc, vraiment, si on fait un produit scalaire, ben, on sait qu'on peut faire le module du premier vecteur fois le module du deuxième vecteur fois le cosinus de l'angle entre les deux. Donc, tout ça, je voudrais que ça sera pas vraiment nécessaire pour nous, là, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre c'est quoi le flux. Puis ensuite, aller voir qu'est-ce qu'on pourra faire avec. Donc, le flux, finalement, c'est le nombre de mètres cubes d'air qui passe à chaque seconde dans notre fenêtre, là. En gros, c'est ça que ça représente pour nous. Nous, on va avoir des quantités quand même pas mal plus abstraites quand on va traiter ça avec nos champs électriques, mais je trouvais ça important qu'on commence par regarder ça directement comme ça. Donc, j'ai identifié un petit peu tous les trucs que j'ai mis dans mon exemple. Concrètement, si disons que j'ai une fenêtre, une maison qui ressemble à ça, en fait. Donc, ça serait les 4 murs de ma maison. Disons que j'ai une fenêtre du côté 1, une fenêtre du côté 2, une fenêtre du côté 3, une fenêtre du côté 4. Première chose que je dois faire, c'est tracer mes vecteurs A, donc mes vecteurs surface, parce qu'il va y avoir un flux différent à chacune des surfaces.
éventuellement avec le théorème de Gauss. Nous allons faire la somme de toutes ces surfaces-là pour avoir le flux net. Mais pour l'instant, on va regarder surface par surface. Donc, si je regarde sur ma surface 1, comme je disais, il y a un vecteur perpendiculaire à cette fenêtre-là qui va être vers l'extérieur. Toujours vers l'extérieur, ce vecteur-là. Je l'ai identifié ici. Donc, toujours vers l'extérieur. Peu importe ta surface, tu traces un vecteur perpendiculaire à ta surface. Donc, la surface 1, ton vecteur vers la gauche, surface 2 vers le haut, surface 3 vers la droite, surface 4 vers le bas. Donc, c'est toujours perpendiculaire à ça. Puis après ça, il faut que tu regardes quoi la relation avec le vent. Donc, le vent que j'ai tracé en vert ici, le vecteur V, donc sa vitesse. Il faut regarder, est-ce qu'il y a des lignes, dans le fond, qui traversent ces surfaces-là? Si oui, donc par exemple, sur la surface 1 et la surface 3, on va avoir des flux qui vont apparaître. Si on n'a pas de lignes qui traversent ces surfaces-là, comme la surface 2 et la surface 4, ben on ne devrait pas avoir de flux. Donc ça va se concrétiser dans le calcul assez rapidement. Par exemple, si je veux avoir la surface 1, donc le flux 1, donc le flux, j'utilise le symbole phi, c'est phi majuscule. Donc voilà, vous faites un rond avec une barre dedans. Il y en a qui mettent des petites pattes en haut en bas, c'est plus ou moins important, mais c'est vraiment un grand rond avec une barre dedans. Vous pouvez fouiller dans à peu près tous les documents, vous allez avoir quelques exemples. Vous avez la liste de toutes les lettres grecques dans votre manuel aussi, si vous voulez avoir une calligraphie un petit peu différente. Mais en général, c'est pas un énorme problème. Donc, je regarde ma surface 1. Ben, mon vecteur A, il pointe vers l'axe des x négatifs, tandis que mon vent pointe vers les x positifs. Donc, l'angle entre les deux, donc le cos que je vais rentrer ici, ça va être 180 degrés. Donc, si je veux avoir quel est le module de ce flux-là, ben, je vais dire le module de A1 fois V. Donc, la grandeur de ma fenêtre qu'il y a sur ce côté-là, fois la vitesse du vent, fois cosinus de 180 degrés, donc l'angle entre V et A, qui est toujours vers l'extérieur, comme je disais tout à l'heure. Donc, on a un flux négatif ici. Vous allez voir, quand vous allez avoir des lignes de champ ou des lignes de vitesse comme ça qui sont rentrant dans une surface, donc vers l'intérieur de cette surface fermée-là, ça va toujours nous donner des flux qui vont être négatifs. Si on regarde le 2, comme je disais, il n'y a pas de ligne de champ, de ligne de vent qui traverse cette surface-là. Donc à ce moment-là, on aura vraiment un 90 degrés entre notre vecteur A et notre vecteur V. Donc le flux ici est complètement nul. Je vous rappelle que cos de 90, ça vaut 0. Cos de 180, ça vaut moins 1, ce qui fait apparaître le moins là. Puis si on continue, donc la surface 3, ben, on va avoir un angle de 0 entre les deux. Donc le V est vers la droite et le A3 est vers la droite aussi. Donc on a un cos de 0 degré qui vaut 1. Donc A3 fois V. Et finalement, mon flux dans la quatrième section serait égal à AV fois cos de 90, comme l'angle entre le V et le A4 est de 90 degrés. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour calculer le flux. Nous, ce qui va changer quand on va parler de flux électrique, ça va être tout simplement qu'au lieu d'avoir un V ici, on va mettre E. Donc le vecteur champ électrique E. Voilà. Je parle toujours pas de champ magnétique. Il y a quelques-uns qui m'écrivent en me parlant de champ magnétique. J'essaie de pas trop user mes dents quand j'entends ça, mais on n'a pas parlé encore de champ magnétique. On parle toujours de champ électrique. Toujours. Attention à ça. Donc, c'était mon premier exemple. Là, c'est bien le fun quand le vent est vraiment directement dans le sens de la maison, là, mais ça arrive pas tout le temps. Ça peut arriver que le vent est plutôt en angle comme ça. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, la même chose. Il faut juste faire attention à nos angles. Donc, ici, j'ai mis un angle de 25 degrés, là, ici, entre l'horizontale et le vecteur vitesse. Ce qui veut dire que quand je vais faire mon A1, ça va être quoi? Ben, j'ai encore une fois des lignes de champ qui rentrent vers l'intérieur de la maison. Donc, j'aurai un flux qui est négatif. Pour avoir l'angle, ben, ça me prend l'angle entre mon vecteur A1 qui est vers la gauche et mon vecteur V qui est orienté comme ça avec un 25 degrés qui est à l'horizontale. Donc 180 degrés moins le 25. Donc si tu fais un angle avec l'horizontale, ça fait 180 degrés. Mais là, comme on a un moins 25 qu'il faut enlever, donc c'est ça que ça me donne. Donc A1 fois V fois cos de 155. Cos de 155, c'est négatif. Donc le négatif va apparaître là-dedans, pas besoin de le rajouter. C'est vraiment dans l'angle que le négatif va apparaître. Donc voilà pour le premier flux. Le deuxième flux, si on va voir l'angle ici, donc c'est toujours l'angle entre A2 et notre V. Donc on a 90 avec l'horizontale, mais il y a un 25 ici, donc 90 moins 25, donc 65 degrés. A2, V, cos de 65. Celui-là, il y a des lignes de champ qui sortent de notre surface, donc on a un flux qui va être positif.
Même chose pour la surface 3, donc ligne de champ sorte aussi, donc on devrait avoir un flux qui est positif. Ici, c'est facile à avoir l'angle. On a directement l'angle avec l'horizontale, donc comme notre A3 est sur l'horizontale. Donc, on a un angle de 25 degrés ici pour notre flux 3. Et notre flux 4, on a 25 degrés ici, 90 là, donc 90 plus 25, l'angle entre V et A4. Donc, A4V fois cos de 115 degrés. Donc, voilà les flux de chacune des surfaces. Donc, ça va être vraiment le nerf de la guerre, là, de vraiment bien calculer les flux à chaque fois. C'est pas plus compliqué que ça pour le flux électrique. Donc, comme je disais, pour le flux électrique, la seule différence qu'on va avoir, c'est au lieu d'avoir E, V fois A, comme j'ai dit tout à l'heure, mais on va prendre le E, c'est-à-dire la valeur du champ électrique. Donc, c'est exactement le même calcul. Il faut regarder c'est quoi la relation entre cette surface-là et le champ. Donc, le vecteur A qui va toujours être vers l'extérieur de la même façon qu'on a défini en haut. Ça va être exactement la même chose. C'est juste que les unités vont être quand même assez différentes. Donc, le flux tantôt, on parlait de débit volumique, c'est des mètres cubes par seconde. Tandis que là, on va parler de Newton fois coulomb par mètre. Newton fois mètre par coulomb. Au carré. Donc voilà, je vous l'écris un petit peu plus bas. Si on a un champ et une surface qui est uniforme, on le fait exactement de la même façon. Donc j'ai ressorti des petites images du manuel. Dans le fond, ce que ça revient à faire, c'est trouver la valeur en cosinus, c'est-à-dire trouver la valeur qui est dans le sens perpendiculaire de notre surface A. Au bout de la ligne, ça a plus ou moins d'importance. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est l'angle entre E et A, puis on a notre flux, là. C'est exactement la même chose. Il ne faut pas trop se casser la tête avec ça. Là où ça va devenir plus complexe, comme qu'on va avoir des formes un petit peu plus patates comme ça, donc il y a des choses un peu moins régulières. À ce moment-là, ce qu'on va devoir faire, c'est diviser notre surface en plein de petites surfaces. Donc, si on a mis delta 1, delta 2, delta 3, mais en réalité, il y en a vraiment, vraiment plus que ça. Puis si on va vouloir avoir le flux, mais on va faire la sommation de toutes ces surfaces-là. Et malheureusement, c'est pas assez petit si on veut vraiment avoir une bonne approximation. Donc, on va prendre des surfaces au lieu de delta A, dA, donc infini-décimale, pour avoir le plus possible de surfaces très petites pour, évidemment, finir par faire la sommation. Et c'est là notre formule plus générale du flux. Donc, on va avoir à faire l'intégrale des E.dA. Donc, la sommation de toutes les E.dA sur chacune des surfaces. Pas s'inquiéter, là, on ne fera pas d'intégrale sur des patates comme ça. Là, on va vraiment des surfaces plus normales, là, mais je dirais que l'intégrale ici, là, elle est plus ou moins vraie. Là. Elle est là pour nous rappeler que c'est une sommation, mais au bout de la ligne, des vraies intégrales, dans le théorème de Gauss, on en fait plus ou moins. Là. Donc, c'est ça. Donc, comme je disais, le flux électrique, comme on a le champ en newton par coulomb fois une surface, c'est des newtons fois mètre carré par coulomb. Donc voilà, et notre vecteur surface, dA, toujours orienté vers l'extérieur, on en a un par surface. Il faut toujours faire la sommation de toutes ces E.dA. Donc c'est pas la sommation des dA, c'est vraiment la sommation des E.dA. Donc la première chose qu'on va faire quand on va appliquer le flux, ça va être de séparer en un nombre de surfaces qu'on est capable de calculer. Donc on va diviser notre intégrale en toutes les dA différents. On va évaluer notre produit scalaire, puis après ça, on va regarder qu'est-ce qui se passe là-dedans. C'est important de respecter les étapes. Vous allez voir, je vais faire plusieurs exemples tout à l'heure. C'est toujours exactement les mêmes étapes. Là. Je ne cacherai pas que quand j'ai fait mes notes, j'ai fait bien du copier-coller, puis après ça, j'ai remplacé par ce qu'il y avait dedans. C'est tout le temps le même principe. Il faut juste vraiment prendre notre temps, puis commencer par le produit scalaire. Commencer par diviser, ensuite les produits scalaires. Après ça, ça va bien. Parce que c'est sûr que tu regardes ça, tu te dis, OK, comment je fais pour faire l'intégrale d'un produit scalaire? Comment je fais pour faire l'intégrale d'un vecteur? Ça devient super intimidant si on regarde ça vraiment juste comme ça. Mais au bout de la ligne, vous allez voir qu'on va régler ça étape par étape. Puis au bout de la ligne, là, il n'y aura pas vraiment d'intégrale. Puis ça va être quand même relativement simple. Mais c'est pas quelque chose qu'on pratique la veille d'un examen. Parce que c'est sûr que tu regardes ça la veille d'un examen, tu es déjà stressé. Écoute, ton cerveau va dire non merci. Tu te prends un peu d'avance. Tu vas voir que finalement, c'est pas si pire que ça. Là. Donc voilà, donc le flux, vecteur, surface, dA. Autre petite figure que j'ai trouvée dans votre manuel que je trouve intéressant de répéter.
quand les lignes de champ électriques sont rentrantes, donc en vert si vous avez les lignes de champ, quand les lignes de champ sont rentrantes, ben DA toujours vers l'extérieur. Donc l'angle ici supérieur à 90, qu'est-ce que ça va me donner? Ben donner une zone où le flux est négatif. Donc à chaque fois que les lignes de champ vont rentrer, ça va donner un endroit où le flux est négatif. Tandis que de l'autre côté ici, où les lignes de champ sont sortantes, donc à peu près dans le même sens ou dans un sens en bas de 90 de DA, le cas, ça va faire que je vais avoir un flux qui va être positif. S'il y a autant de lignes de champ qui rentrent que de lignes de champ qui sortent, on devrait avoir un flux équivalent de ce qui rentre de ce qui sort. C'est pas mal le cas dans nos maisons. C'est sûr que si tu as de l'air qui rentre dans une fenêtre, ben, tu vas avoir la même air qui va sortir par une autre. Il n'y a pas de zone de haute pression qui va se créer dans ta maison. C'est un peu la même chose avec les lignes de champ électriques. Si on a des champs uniformes, bien sûr, on peut avoir des champs qui sont non uniformes. On va faire un exemple tout à l'heure. À ce moment-là, le flux serait pas nul. Donc, écoutez, c'est pas mal ça que j'avais à vous dire pour la théorie. C'est sûr que là, plusieurs vont me dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Je suis bien d'accord. Là. Vous allez voir, à mesure qu'on va faire des exemples, puis comme je disais, là, j'ai à peu près la moitié du cours d'aujourd'hui qui est vraiment juste essayer de comprendre qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Puis vous allez voir, quand on va être rendu au théorème de Gauss, ben, ça devrait s'appliquer un peu plus facilement. Donc, on respire, on prend le temps. Je vous envoie un petit exemple. Donc, premier exemple. Pourquoi je l'ai appelé 3.2, me semble que c'est le premier. Non, c'est vrai, on a fait un autre tantôt. Calculer le flux électrique. Calculer le flux électrique à travers. Pourquoi j'ai pas mis de A? À travers chacune des surfaces et le flux total si le cylindre suivant est plongé dans un champ électrique uniforme E. Le sein d'un rayon R et une longueur L. Donc, vous avez des champs électriques ici qui traversent notre cylindre qui est placé vraiment dans le même axe que notre champ électrique. Donc, tout est orienté sur l'axe des X. Je vous demande de calculer ce qu'est le flux à travers chacune des surfaces. Donc, premièrement, il faut se demander combien il y a de surfaces sur un cylindre. Ben, je les ai identifiées. Il y a le bout ici, première surface. Il y a le tube, qui est la surface B, donc la surface ronde tout le tour ici. Et la surface C qui est ici. 3 surfaces, 3 flux à calculer. Donc, on va avoir le flux A, le flux B et le flux C à calculer. Donc, première chose à faire, c'est toujours de tracer nos vecteurs DA pour s'assurer que nos vecteurs vont être dans la bonne direction, donc que nos produits scalaires vont être dans la bonne direction. Donc, si je regarde sur ma surface A, mon vecteur DA est dans quelle direction? Bien, toujours perpendiculaire à la surface. Donc, si ma surface elle est droite ici, ça veut dire que mon vecteur va être vers l'extérieur. Donc, toujours vers l'extérieur. Mon vecteur sur la surface B pourrait être dans pas mal de directions. Hein. Comme j'ai un tube, je peux avoir un vecteur qui serait par en haut, je prends un vecteur qui est vers la caméra, je prends un vecteur qui est par en bas, un vecteur qui est vers moi. Tout ça, ça serait bon. Au bout de la ligne, on va voir que ça change rien, mais c'est un de ceux-là. Après ça, sur la surface C, ben, j'ai un vecteur qui va être dans le sens du champ électrique. Donc, déjà là, on devrait se douter, juste en regardant nos vecteurs surface que j'ai dessinés ici, que le flux ici, comme on a un champ qui est vers la droite et un DA qui est vers la gauche, bien, on devrait se douter directement que notre flux ici devrait être négatif sur la surface A. On devrait aussi se douter que sur la surface C, ben, comme le flux est dans la même direction que mon DA, j'aurai un flux qui est positif. Et ici, mon DA est perpendiculaire. Il n'y a pas de ligne de champ qui traverse aucune des surfaces B. Ben, j'aurai un flux qui est égal à 0. Donc, si tu avais compris ça déjà, ça va bien. Sinon, ben, on va le calculer. C'est pas grave si tu le prédis pas. En le calculant, ça arrive à la même chose. Donc, le calcul, il est pas super compliqué. Donc, première chose que j'ai fait le flux A. Le flux A qui est donné par l'intégrale sur la surface A. Donc, moi, c'est comme ça que je l'identifie. Donc, je vais mettre un petit A en bas de l'intégrale. Donc, flux A pour le flux sur la surface A qui est égal à l'intégrale sur la surface A de E.dA. Donc, première chose, on l'identifie comme il faut. J'aimerais me faire remarquer que DA, ce sont des vecteurs. Donc, ça prend les petites flèches en haut. Je vois beaucoup de monde m'envoyer des exercices qui n'identifient pas des vecteurs par des vecteurs. Vous serez pénalisé. Ça fait quelques fois que je le dis à l'examen. Donc, bien identifier les schémas, ça veut dire identifier ce qui est vecteur comme étant un vecteur. Donc, E.dA, comme je vous disais, première étape, on se débarrasse toujours du produit scalaire pour commencer. Essaye de faire une intégrale d'un produit scalaire, là, tu vas pleurer. On se débarrasse de ça en partant. Donc, première chose, on va dire que produit scalaire, c'est quoi? C'est module de 1 fois module de l'autre fois cos de l'angle entre les deux. Donc, on enlève les vecteurs. Donc, module de E
module de DA, donc on enlève les vecteurs, mais on ajoute cos de l'angle entre les deux. Donc si DA est vers la gauche et mon E est vers la droite, l'angle entre les deux, c'est 180 degrés. 180, ça fait, cos de 180, ça fait moins 1. Donc j'ai sorti le moins en avant. Le E est constant, donc je l'ai écrit dans le problème. Le E est uniforme, j'espère que je l'écris. Ouais, je suis en uniforme E. Donc je peux sortir le E de l'intégrale. Donc tout ce qui me reste, c'est l'intégrale de DA sur la surface A. Ça vaut quoi, ça? Ça vaut pas 2 pi r pendant tout, ça vaut pi r 2. Donc, c'est l'intégrale de ma surface qui est mon cercle. Donc, on va l'identifier comme il faut. Donc, l'intégrale de mon DA, ça se trouve à être la surface de ce cercle-là. Donc, ce cercle-là vaut pi r 2 avec un rayon grand R, comme je l'ai écrit dans l'énoncé. Donc, c'est tout ce que vous avez à faire. Donc, il n'y a pas vraiment d'intégrale à faire, on s'entend là-dessus. J'ai dit que l'intégrale de DA, c'est la surface de mon cercle de surface A. Fini, c'est tout. Donc, faut pas avoir peur de la formule de flux, même si ça a l'air gros quand on dit on fait un produit scalaire, une intégrale d'un produit scalaire, ben non, au bout de la ligne, on fait un produit scalaire, là, puis il est simple notre produit scalaire. Puis après ça, l'intégrale, il n'y en a pas vraiment, c'est juste la surface qu'on est en train de calculer. Donc, pi r carré, et voilà. Donc, ça, je vais copier parce que j'ai fait la même erreur en dessous. Pour la surface B, donc le flux de la surface B. Donc, peu importe si j'ai pris mon DA par en haut, vers moi, rentrant dans l'écran ou par en bas, l'angle entre DA, qui peut être dans toutes les directions comme ça, et mon E qui est par là, c'est toujours 90 degrés. Donc, peu importe qu'est-ce que je fais, le cos est de 90 degrés. Cos de 90 degrés, ça vaut 0. Cassez-vous pas la tête plus que ça. Dès qu'on a un fois 0, ça vaut 0. Donc, le flux qui traverse la surface B est nul. Par la même méthode. Pour le flux de la surface C, donc à ce moment-là, même principe qu'en A. Donc, E.DA, on va se débarrasser de notre produit scalaire. Donc, E fois DA fois cos de 0. Donc, l'angle entre les deux, c'est vraiment 0. Cos de 0, ça vaut 1. Vous allez vraiment gagner à bien maîtriser votre cercle trigonométrique. Il faut savoir rapidement, là, cos de 0, 90, 180, 270, même chose pour les sinus, qu'est-ce que ça vaut? Ça va vous sauver quand même pas mal de temps. Mais c'est ça. Donc, on est plus ou moins à l'aise parfois, là, mais sinon, tu les pitonnes, c'est un peu plus long les pitonner, mais c'est quelque chose qui va tellement être utile pour toi ici surface. Donc voilà, on a notre flux qui est positif à ce moment-là à cause du cos qui est dans le même sens. Donc tout concorde avec ce qu'on avait dit tout à l'heure avant de commencer nos calculs. Si on regarde mon flux net, ben, c'est sûr que toutes les lignes de champ qui rentrent ici ressortent ici. Donc, au bout de la ligne, avoir un flux qui est égal à 0, c'est tout à fait normal. Donc, mon flux total va être égal à la somme des flux. Donc, ça plus 0 plus ça. Ben, ça puis ça s'annule. Donc, il me reste vraiment 0. Donc, le flux total est nul dans mon cylindre. Encore une fois, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout ça ne sert pas à grand-chose. L'idée, c'est vraiment de commencer à calculer des flux pour être à l'aise quand on va appliquer notre théorème de Gauss. On n'est pas rendu au théorème de Gauss encore, mais ça, il faut que ça soit facile rendu au théorème de Gauss. Donc, assurez-vous de bien comprendre ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Faut régler ça avant de faire la suite. Bon, je vous ai fait un problème un petit peu plus complexe encore de flux avec un champ non uniforme. Donc, le cube suivant est placé dans un champ électrique tel que E est égal à 3,0 xi. Donc, le champ varie selon x. Ça veut dire qu'à chaque x, on va avoir un champ qui va être légèrement différent. Il est constant en y, mais c'est un champ en 2 dimensions. Newton par Coulomb, avec le flux électrique à travers la surface de droite, de gauche et supérieure. Donc, j'ai pas fait les 6 surfaces, là, ça serait juste un petit peu plus long. Une arête du cube est sur l'axe des x, entre x est égal à 1 mètre et 3 mètres. Donc, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, on est à x égale à 1 mètre, ici, on est à x égale à 3 mètres. Ça me donne la dimension de l'arête du cube aussi. Donc, on sait que le côté va être de 2 mètres pour notre cube. C'est un cube, donc tous les arêtes vont être d'une dimension de 2 mètres. Puis, c'est pas mal ça. Donc, je demande de calculer 3 surfaces. Donc, droite ici, gauche ici et supérieure en haut. C'est pas mal ça qu'on a à faire. Donc, là, ici, on va travailler avec les vecteurs unitaires.
Je trouvais ça important qu'on fasse un exemple avec les vecteurs unitaires pour faire ça un petit peu différent. Donc, c'est les deux choses qui peuvent arriver avec le flux, qu'on travaille avec les vecteurs unitaires ou avec les angles directement. Pour moi, les deux méthodes sont aussi bonnes. C'est juste deux façons différentes de se représenter la mathématique. Donc, on va l'attaquer. Pas besoin de trop se casser la tête. On va faire exactement la même méthode. Donc, on va commencer par tracer nos DA sur chacune de nos surfaces. Donc, sur la face supérieure, DA est vers le haut. Sur la surface de gauche, DA est vers la gauche. Sur la surface de droite, DA est vers la droite. Toujours perpendiculaire à cette surface-là. Donc, si je vais avoir le flux sur la surface de droite, donc je vais commencer par la surface de droite ici. Donc, je vais faire l'intégrale de E.dA vecteur sur la surface D. Je vais remplacer mon E par la valeur vectorielle de mon E. Donc, j'ai tout simplement recopié ce que j'avais dans mon énoncé de E. Je n'ai pas mis les unités. Tout le reste, je l'ai recopié. Donc, j'ai le 3,0 xi plus 4,0 j fois dA. Ensuite, ce qui est important, c'est de trouver mon vecteur dA, qu'est-ce qu'il représente réellement. Donc là, je suis sur la surface de droite. Donc, je suis ici. C'est ce dA-là qu'on est en train de parler. Ce dA-là, il est orienté sur l'axe des x positifs. Donc, en réalité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé mon dA par son module et son orientation. Donc, dA fois le vecteur i qui l'oriente directement sur l'axe des x. Une fois que j'ai ça, je vais distribuer mon produit scalaire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais multiplier mon dA par la première partie de la parenthèse et la deuxième partie de la parenthèse. Donc, qu'est-ce que ça me donne une fois distribué? Ça me donne 3,0 x dA. J'ai mis les vecteurs unitaires ensemble parce que c'est ça qui va me permettre de savoir si j'ai vraiment une composante qui existe. Donc, là, je me retrouve à avoir dAi, donc ça, donc des 3,0 x fois dA et ensuite i.i. On garde le produit scalaire. Tout le reste se multiplie normalement, mais le produit scalaire reste entre les vecteurs seulement. Même chose après, donc 4,0 fois dA, j.i. Maintenant, on va évaluer ces produits scalaires-là. Ben, comment on fait un produit scalaire? Module du premier, module du deuxième, fois le cos de l'angle entre les deux. Donc, vecteur i, c'est un vecteur qui est sur l'axe des x et un module de 1. Donc, si je fais le module de lui, ben, c'est 1 fois le module de lui, c'est fois 1. Et fois cos de l'angle entre les deux, ben, les deux, c'est le même vecteur, donc dans la même direction. Donc, cos de 0. Cos de 0, ça vaut 1. Donc, 1 fois 1 fois 1, ça vaut bien 1. Donc, ce terme-là reste. Tandis que si tu fais j.i, ben, j est par en haut, i est vers les x. Si tu fais j.i, ça fait quoi? Ben, ça fait module de 1. Donc, 1 fois module de l'autre fois 1, mais fois cos de 90 entre les deux. Cos de 90, ça vaut 0. Donc, ce terme-là, il vaut vraiment 0. Donc, tout ce terme-là, finalement... Oh, excusez, là, ça... s'il veut pas tout le temps dans l'outil de conception d'équation. En tout cas, tout ce terme-là ici disparaît parce que ça vaut vraiment... je peux pas. Le terme ici, j.i, ça vaut 0. Donc, faites attention à votre produit scalaire, toujours module du premier, module du deuxième, fois le cos de l'angle entre les deux. Donc, i et j sont perpendiculaires. L'angle entre les deux, c'est sûr que c'est 90. Cos de 90, ça vaut 0. C'est ça qui fait que j.i, ça tombe à 0. Donc, ce terme-là disparaît complètement. Tout ce qui me reste, 3,0 x fois dA, ça vaut 1. Donc, on peut l'enlever. X vaut quoi sur la surface de droite? Ben, je vous l'ai dit, on était à x égale à 1 mètre ici, x égale à 3 mètres ici. Donc, j'ai remplacé mon x par 3 mètres. Donc, 3 fois 3 fois dA. Donc, je peux sortir tous mes constantes. Donc, 3 fois 3, ça vaut 9. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à faire l'intégrale sur la surface de droite de dA. Ben, comme j'ai un cube de 2 par 2, ben, sa surface, ça vaut 4. 36 avec les bonnes unités. Là, c'est sûr que ici, c'est un petit peu plus complexe de mettre toutes les unités de façon bien rigoureuse à chaque fois. Mais si vous aviez un flux qui est en Newton, je veux dire, un champ qui est en newton par coulomb, puis une surface qui est en mètre carré, donc newton par coulomb fois mètre carré, ça nous donne bien 36 newton fois mètre carré par coulomb. Pour la surface de gauche, même principe. Surface de gauche, par contre, une des différences, ça va être que mon vecteur est vers la gauche. Donc, la différence, c'est quand, bon, au début, c'est pareil, sauf qu'il y a un petit g ici, puis un petit g ici, tout le reste est identique. Je remplace par mon champ. Sauf que là, quand je vais remplacer mon dA, comme mon dA est vers la gauche, ben, il n'est pas dA fois i, il est dA fois moins i. Donc, je l'ai remplacé par moins dAi. Donc, le négatif, on peut le mettre où on veut là-dedans, mais c'est important de le mettre négatif. C'est vraiment l'orientation de mon dA qui décide ça. Donc, il est négatif en i.
je fais le même principe après. Je distribue ma multiplication à l'intérieur de ma parenthèse. Donc, je me retrouve à avoir le moins i.i, moins, puis j.i. De la même façon, ce terme-là va tomber à 0 à cause du j.i et ce terme-là va tomber à 1. Donc, je me retrouve à avoir moins 3,0 x fois dA. Là, je suis à x égale à 1 mètre, selon l'énoncé du problème. Donc, 3 fois 1 fois dA. Donc, ce que j'ai fait ici, n'oubliez pas le moins, je l'ai sorti, donc moins 3 fois dA, la surface encore de 4 mètres carrés. Donc, moins 12 newtons fois mètre carré par coulomb pour la surface de gauche. Pour la surface supérieure, des fois, le problème qu'on anticipe avec la surface supérieure, c'est que le x ici, il varie entre 1 et 3. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce x-là? Quelle valeur qu'on va lui donner quand ça va être le temps de le remplacer ici? Hein? Ben, vous allez voir, c'est pas vraiment un cas. Surface supérieure, E.dA, on remplace de la même façon, donc on va faire exactement le même principe, sauf que cette fois-ci, mon dA est vers le haut, donc on va avoir dA fois J, parce qu'il est positif en Y. Je vais faire ma distribution encore une fois, comme j'ai fait tout à l'heure, donc je vais multiplier les deux termes de ma parenthèse, donc je vais avoir ça ici, I.J, et ça ici, J.J. Ben, qu'est-ce qui se passe ici? I.J, ça vaut quoi? Ben, si j'ai le module de I fois le module de J, donc 1 fois 1 fois cos entre les deux, c'est encore 90 entre I.J. Là, je sais pas pourquoi il n'est pas resté vecteur, celui-là. I.J, ça vaut 0. Donc, tout ce terme-là va tomber à 0. Fait que finalement, le X, il n'y a pas d'importance. Il tombe à 0. Ce terme-là, J.J, ben ça vaut 1. Donc là, entre les deux, vaut 0. Puis module 1, ça vaut tout 1. Donc 4,0 dA, J.J, ça vaut 4,0 fois dA. Je peux sortir le 4. L'intégrale de dA, ben, c'est encore une fois la surface d'une des surfaces de mon cube. Donc qui est 4 mètres carrés. Donc 4 fois l'intégrale de dA qui vaut 4. J'arrive à 16 newtons par mètre carré. 16 newtons fois mètre carré par coulomb. Donc voilà. En gros, ça résume pas mal ce que je voulais faire avec vous pour ce qui est du flux. J'espère que ça aide, que c'est clair. Si c'est pas clair, avant de passer à la suite, je vous conseille de pratiquer ça. Donc, de refaire ces numéros-là pour être sûr que c'est super clair, parce qu'après ça, on va bâtir là-dessus. Puis si les bases sont faibles, c'est sûr que le reste, c'est plus compliqué. Donc, le théorème de Gauss. Donc, le théorème de Gauss, vous voyez qu'il y a une partie à gauche qui est finalement le flux. Le flux, par contre, sur une surface fermée. Donc, l'intégrale avec la petite rondelle dedans, ça veut dire que la surface doit être fermée. Et ce que ça me dit, comme j'avais dans le 3.1, l'énoncé de départ, c'est que le théorème de Gauss va nous permettre de faire la relation entre le champ électrique et la charge à l'intérieur d'une surface fermée. Donc, on va faire une intégrale sur une surface fermée et il faut évaluer c'est quoi la charge à l'intérieur de cette surface-là. Les deux vont nous donner une relation très directe. Fait que, ça, c'est le flux. Fait que, ça, c'est le flux aussi. Dans les deux cas, le flux se calcule de la même façon et c'est cette relation-là entre le flux calculé de deux façons différentes qui va me permettre d'établir mon champ électrique. Fait qu'au bout de la ligne, le théorème de Gauss, son but ultime, c'est de calculer des champs électriques. Donc, on n'a pas fait ça encore, là. C'est de calculer des champs électriques à partir de certaines géométries de surfaces fermées que nous-mêmes, on va créer. Parce que ces surfaces-là n'existent pas. Les surfaces de Gauss, c'est des surfaces imaginaires qu'on ajoute sur notre figure pour nous permettre de déterminer c'est quoi le champ électrique-là à l'endroit où on a tracé notre surface. Donc, surface fermée, somme des charges à l'intérieur de la surface fermée, c'est ça le Q intérieur. Je vous rappelle le epsilon 0 qui est la permittivité du vide, donc 8,85 fois 10 à la moins 12 coulomb carré par newton par mètre carré. Vous allez voir, c'est un peu pour ça que moi j'aime bien travailler avec le 1 sur 4 pi epsilon 0 au lieu du K, là, la constante de Coulomb. Vous allez voir dans le théorème de Gauss, ça apparaît tout le temps en epsilon 0 à cause du epsilon 0 que vous voyez là. Puis on va faire la démonstration des formules qu'on a données jusqu'à maintenant, là. Vous allez voir d'où ça vient et puis que c'est pas si compliqué finalement à calculer quand on maîtrise bien le théorème de Gauss. Donc, avant d'appliquer le théorème de Gauss concrètement, j'ai fait un petit exemple, rien de compliqué, mais qui nous fait réfléchir un peu. Écoutez, j'ai mis 5 charges, donc Q1 jusqu'à Q5.
J'ai mis les valeurs ici. J'ai même mis un 5 sous qui est neutre. J'ai tracé une surface de gaz. Donc, il faut s'imaginer une espèce de sac de patates là, qui... je vais dire que j'ai une fascination pour les patates ce matin. Là, qui englobe ces 4 objets-là, n'englobe pas Q4 et Q5. Si je dis que cette surface-là est la surface de gaz que je dois utiliser, déterminer le flux électrique à travers la surface de gaz. Ben là, vous allez me dire, ouais, mais comment je vais faire pour faire l'intégrale de ma patate fois cette surface-là que je connais pas, le champ que je connais pas? Ben, c'est ça l'idée, c'est qu'on peut pas. Sauf qu'on sait que tout ça, c'est le flux, puis on sait que c'est égal, parce qu'il y a un égal entre les deux, à Q intérieur sur epsilon 0. Fait que finalement, qu'est-ce que tu as à faire ici pour calculer ton flux? Ben, regardez, c'est quoi ton Q intérieur? Donc, tu regardes, c'est quoi la charge qui est à l'intérieur de ta surface de gaz? Ben, il y a Q1, il y a Q2, il y a Q3, puis il y a mon 5 sous. Ben, Q1 vaut 3.1 fois 10 à la moins 9 coulombs. Q2 est ici, donc moins 5,9 fois 10 à la moins 9. Donc, je vous rappelle que les nanos, ça veut dire fois 10 à la moins 9. Si tu as de la misère avec les préfixes, première page de ton manuel, là, à l'envers de la page cartonnée, tu en as une bonne série. Je vous dirais que nous, les plus fréquents que vous devez connaître par cœur, ben évidemment, ceux d'usage commun, là, kilo, millimètre, centimètre, tout ça, centi, milli. Micro, donc le mu fois 10 à la moins 6, nano fois 10 à la moins 9. C'est rare qu'on va aller plus petit que ça. Pico serait le suivant fois 10 à la moins 12, mais je vous dirais qu'on le voit quand même moins souvent. En électricité, là, on a beaucoup de nano puis de micro. Donc, faites attention à ça. Voilà. Tout ce qu'on a à faire, c'est additionner les charges et diviser ça par epsilon 0. On va avoir le terme de droite de notre égalité. Et c'est mon flux. Donc, flux est égal à Q intérieur sur epsilon 0. On regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, Q4 et Q5, on s'en balance. On les regarde pas. Le neutre, sa charge, c'est 0. Fait qu'on n'a pas de besoin. Donc, 3.1 fois 10 à la moins 9 coulombs. Faites attention aux signes. On met les signes. Donc, si Q2 ici est négatif, on met le négatif. Q3 est négatif aussi. Donc, on additionne tout ça. On divise par la valeur de epsilon 0. On arrive à moins 6,7 fois 10 à la 2 newton fois mètre carré par coulomb carré. Donc, vous commencez à voir un petit peu la puissance du théorème de Gauss là, qui nous permet de simplifier quelque chose qui a l'air vraiment compliqué à quelque chose de relativement simple comme compter des charges qu'à l'intérieur d'un objet. C'est sa grosse puissance. Son défi est vraiment au niveau géométrique, d'établir des symétries. Ça, c'est plate, là, mais il y en a plusieurs d'entre vous que vous allez tout de suite le voir, l'histoire de symétrie qui englobe l'objet. Plusieurs, ça va être un gros défi de vous le visualiser. On n'a pas tous les mêmes qualités de repère géométrique, là, puis ça, malheureusement, c'est comme ça, mais on peut tous les développer, mais il faut prendre le temps vraiment de prendre un pas de recul puis essayer de se l'imaginer. Donc, on va commencer avec la loi de Coulomb. La loi de Coulomb, première géométrie sphérique. Donc, la loi de Coulomb, c'est la loi qui nous permet de déterminer ces champs électriques. C'est quoi le champ électrique à une certaine distance R d'une charge ponctuelle? Si on trace des lignes de champ à travers une charge ponctuelle, donc là, j'ai mis ici parce qu'on ne l'avait pas mis sur le dessin, que Q est plus grand que 0, ben, on va avoir des champs électriques E qui vont être vers l'extérieur. On sait déjà que le champ électrique va diminuer en fonction de R au carré. Donc, plus on va s'éloigner de cette charge-là, plus le champ électrique va diminuer. Donc, on a donné la formule au début du chapitre 2. On sait déjà que le champ électrique d'une charge ponctuelle devrait être donné par K, Q sur R au carré. Ceci étant dit, si je ne veux pas faire changer le champ électrique autour d'une surface qui englobe cette charge-là, qu'est-ce que je ne dois pas changer? Ben, je ne dois pas changer le rayon. Parce que c'est la seule variable. E, KQ sur R au carré, ben K c'est une constante, Q c'est la charge qui est dedans. La seule variable que j'ai là-dedans, c'est le rayon. Donc si je ne fais pas changer le rayon, je vais toujours avoir exactement le même champ. C'est comme ça que je vais déterminer c'est quoi la surface de gaz que je vais créer autour de mon objet. Donc si je ne veux pas changer le rayon autour de ma charge, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais créer une sphère qui va être de rayon R, toujours le même rayon R, autour de cette charge-là. Cette surface-là devient ma surface de gaz fermée. Donc, ce n'est pas un cercle, c'est vraiment une sphère. Si je reste tout au long de cette sphère-là, je suis toujours à la même distance de ma charge, donc je ne change pas la distance. Si je ne change pas la distance, je ne change pas mon champ électrique. C'est ça le but. Pourquoi? Parce que je veux appliquer mon théorème de Gauss après. Puis si j'applique mon théorème de Gauss et mon E est une variable, on n'y arrivera pas.
il faut que mon champ électrique soit une constante pour pouvoir toujours le sortir de l'intégrale, pour qu'il soit constant. Donc, la seule façon d'avoir une surface de gaz autour d'une charge qui est ponctuelle comme ça et de ne pas modifier la valeur de ce champ électrique-là, c'est de créer une surface qui est une sphère. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a deux choix. Il y a des surfaces de sphère puis des cylindres qu'on va utiliser pour le théorème de Gauss. Le cylindre va être utilisé quand on prend un fil. Donc, si on veut toujours garder la même distance avec un fil, mais on va faire un cylindre autour de ce fil-là. Donc, on va faire un cylindre de rayon R qui va toujours être à la même distance de ce fil-là. Pour tout ce qui est géométrie sphérique, on va prendre la sphère. Donc, si c'est un point, si c'est une boule, on prend toujours la sphère de Gauss. Donc, je pense que je l'ai répété quelques fois déjà. Je pense que ça devrait aider. Donc, ma surface de Gauss, qui est ma sphère ici, va avoir un dA qui est dans n'importe quelle direction vers l'extérieur. L'avantage d'avoir un dA qui est vers l'extérieur et mon E qui est dans la même direction, c'est que l'angle entre les deux va être de 0. Donc, appliquer le théorème de Gauss ici ne devient pas la chose la plus compliquée au monde, mais on le fait. Donc, c'est ça l'idée. Théorème de Gauss, on dit que E.dA est égal à Q intérieur sur epsilon 0. Donc, il faut vraiment y aller étape par étape. Première chose, on va s'occuper de la partie de gauche, puis on va regarder la partie de droite après. Donc, la partie de gauche, E.dA. Donc, première chose qu'on fait, quand on fait le théorème de Gauss, il faut s'assurer qu'on a une surface fermée. Est-ce qu'on a une surface fermée? Parce que là, on a l'intégrale d'une petite boule. Donc, surface fermée, ça veut dire qu'il n'y a pas de porte ouverte. Il faut vraiment que la sphère soit fermée. Il n'y a pas de trou dedans. Donc oui, la sphère, elle est fermée. Il n'y a pas d'ouverture là-dedans. Donc, c'est parfait. C'est une surface fermée. Maintenant, comme on faisait tout à l'heure, première chose qu'on fait, c'est on se débarrasse du produit scalaire. Si on veut se débarrasser du produit scalaire, on fait le module de E fois module de dA fois le cos de entre les deux. Comme on a dit, on a dA toujours vers l'extérieur de ma surface. Donc, peu importe une surface qui est sphérique ou quoi que ce soit, le dA pointe toujours vers l'extérieur. Donc, ici, on pourrait avoir un dA qui est dans n'importe quelle direction, mais vers l'extérieur. Sauf que si tu prends un dA qui est ici, il va pointer par là, donc vers en bas à gauche. Donc, encore une fois, dans la même direction de ton champ électrique. Si tu prends un dA qui est ici, ton E va être par là et ton dA va être par là aussi. Toujours dans la même direction de ton champ électrique. Donc, peu importe où tu prends ton dA et tu prends ton E, ils vont toujours être dans la même direction. C'est l'avantage de le faire comme ça. Donc, on a un cos de 0 ici qui vaut 1. Donc, je l'ai enlevé directement. Donc, je me retrouve à avoir maintenant plus de produit scalaire. Donc, première étape, à chaque fois qu'on fait le flux, on se débarrasse du produit scalaire que j'aurais dû enlever ici. Donc, EDA. Ici aussi. Donc, EDA, donc l'intégrale de la surface fermée de EDA. La surface d'une sphère, si vous ne savez pas, il est sur votre feuille de formule, ça vaut 4 pi r carré. Donc, la sphère de gaz qui est ici, c'est ça la surface que je calcule de dA. Donc, c'est quoi les lignes de champ qui traversent cette surface-là pour avoir le champ à cette surface-là? C'est ça l'idée, hein? C'est de toujours regarder c'est quoi la surface, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la surface, c'est quoi le champ sur la surface, c'est quoi la valeur de cette surface-là. C'est cette surface-là qui nous intéresse. Donc, c'est quoi l'aire de la surface? Pour une sphère, comme je disais, c'est 4 pi r carré. Et voilà, c'est tout. Donc, encore une fois, l'intégrale, vous avez vu qu'elle est complètement bidon et ça va être ça pas mal tout le long. Il n'y a pas vraiment d'intégrale à faire là-dessus. Deuxième partie de l'égalité, le Q intérieur. Ça, encore une fois, c'est pas super compliqué. Qu'est-ce qu'il y a comme charge à l'intérieur de ma surface de gaz? Il y a la charge Q. OK, fini. Q intérieur est égal à Q. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. On va mettre le flux égal à Q intérieur sur epsilon 0. Donc, ça égale à ça sur epsilon 0. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, E 4 pi r carré est égal à Q sur epsilon 0. Si j'isole E là-dedans, parce qu'ultimement, c'est ça le but, c'est de trouver c'est quoi le champ électrique à la surface de gaz. Donc, je vais avoir que E va être égal à Q sur 4 pi epsilon 0. Si je le réécris avec la constante en avant, donc 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q sur R au carré et 1 sur 4 pi epsilon 0, je rappelle que c'est l'équivalent de la constante de Coulomb, donc KQ sur R au carré, qui est exactement ce qu'on vous avait donné dans le début du chapitre 2. C'est encore vrai, on espère pour toujours, mais maintenant on est capable de le prouver. Puis la preuve n'est pas si longue, hein? Donc si on a bien compris, ça veut dire quoi le flux? Après ça, calculer Q intérieur, c'est relativement simple, c'est la charge qui est à l'intérieur de ma surface. Donc tout ce qu'on a, c'est Q ici, c'est tout. Donc j'espère que c'est clair ce que vous avez à faire là-dessus. Donc à refaire, là, vraiment c'est le plus simple ici.
Commencez par refaire ça avant de refaire les autres. Vous allez voir, il y a toujours une petite étape au départ qu'on n'est plus sûr qu'est-ce qu'on avait à faire. Écrivez-moi si quelque chose de pas clair. Mais il faut commencer par le début avant de faire la suite, là. Donc voilà pour la charge ponctuelle. C'est tout. Pour ce qui est des conducteurs chargés isolés. Donc dans votre manuel, je pense qu'il le faisait dans le chapitre 2, là, je suis sûr, là, mais de toute façon, on le fait ici. Je vous l'ai déjà mentionné, je le répète, toute la charge excédentaire d'un conducteur se distribue sur la surface du conducteur. Aucune charge excédentaire ne se trouvera à l'intérieur du conducteur. Donc, si j'ai une patate conductrice comme ça, toute la charge va se trouver à l'extérieur. Donc, si je veux avoir, c'est quoi le champ près de la surface de mon conducteur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire, j'avais un prof à l'université qui appelait ça une pilule de gaz. Donc, il va faire une espèce de... Lui, il faisait tout le temps des cylindres, là. Mais ça n'a pas d'importance vraiment la forme, vous allez voir. Mais imaginez-vous un espèce de cylindre là, qui perfore une partie de la surface, qui va un petit peu vers l'intérieur, qui va prendre une certaine partie des charges qui est en bleu ici. Ce qu'on aimerait avoir, c'est quoi le champ près de ça. Donc ça, c'est la version agrandie de la chose. Donc on a une distribution de charge surfacique, on a un sigma parce que si on a toutes les charges qui vont en surface, ben, la distribution de charge est surfacique. Donc qu'est-ce qui va se passer dans ma pilule de gaz? Ben, il va y avoir une certaine partie des charges qui vont être gobées là-dedans. E par en haut, DA par là, on va avoir un autre DA par là, on aurait un autre DA par en bas ici, un autre DA par là ici. Moi, je l'ai fait ici en prisme rectangulaire. Là. Ça a plus ou moins d'importance, comme vous allez voir, là, pour avoir les DA. Donc, je l'ai séparé en 6, juste pour que vous voyez que ça ne change pas grand-chose. Il y a une chose qui est déjà identifiée ici, c'est que le champ électrique est égal à 0 à l'intérieur du conducteur. Ben, théorème de Gauss, qu'est-ce qu'il dit, là? Vous l'avez ici. Donc, c'est que la relation entre une surface est égale à Q intérieur sur epsilon 0. Imagine que tu te fais une surface de gaz ici comme ça. Donc, une petite sphère à l'intérieur comme ça. Ben, c'est quoi la Q intérieure à l'intérieur de la sphère que je suis en train de dessiner? Il n'y en a aucun. Toutes les charges sont à l'extérieur de ma surface, sont ici, sont en surface de mon gris. Mais si je prends une surface qui est ici, ben, à l'intérieur de tout ça, il n'y a rien en termes de charge. Fait que si Q intérieur est égal à 0, ben, le champ est nul. Si j'ai 0 à droite de mon égalité, je vais avoir 0 à gauche aussi. Si j'ai pas de charge, j'ai pas de champ. Donc, c'est les charges qui créent les champs. Si le Q intérieur est égal à 0, ben, la charge va être égale à 0 aussi. Donc, faites attention à ça. Ce qui m'amène toujours à dire qu'à l'intérieur d'un conducteur, le champ électrique est toujours nul. Comme je disais, moi, je l'ai séparé en 6 parties. Donc, j'ai fait comme si c'était un prisme rectangulaire, même s'il n'est pas vraiment dessiné en 3 dimensions. J'ai pris l'image de votre manuel. Donc, j'aurai le flux à travers la surface du haut, du bas, de gauche, de droite, avant et arrière. Vous allez voir qu'au bout de la ligne, il n'y a pas grand-chose à calculer là-dedans. Ça a l'air bien lourd quand on le regarde comme ça. Mais si on le fait bout par bout, là, ben, si on regarde la surface du haut, ben, on a E et DA dans la même direction. Donc, cos de 0. Si on regarde la surface du bas, ben, le champ est nul. Donc, 0 fois DA, ça donne 0. Si on regarde la surface de gauche, ben, la surface de gauche, ben, DA va être vers la gauche, mon E toujours par en haut. Donc, on sort des... Pour savoir l'orientation du champ électrique, je vous rappelle la technique de la charge d'essai. Hein. Imagine que tu mets une charge d'essai Q0 positive ici. Qu'est-ce qu'elle ressent comme force? Ben, elle ressent une répulsion par rapport aux charges positives qui sont ici, ce qui donne l'orientation du champ électrique aussi. Donc, toujours vers le haut ici. Donc, comme je disais, j'étais à gauche, j'ai mon DA qui est vers la gauche, mon E qui est vers le haut, donc j'ai un cos de 90 degrés. Sur la surface de droite, même chose, 90 degrés. Sur la surface avant, ben, le vecteur est vers moi, mais E toujours par en haut, donc 90 degrés encore. Arrière, même chose, 90 degrés encore. Donc, ce terme-là, ce terme-là, ce terme-là, ce terme-là et ce terme-là. Donc, il y a 5 termes sur 6 qui tombent à 0. Tout ce qui me reste à avoir, c'est le E.DA de la surface du haut. C'est tout. Donc, le E est constant, je peux le sortir. Donc, il me reste l'intégrale de DA. Ici, j'ai pas vraiment mis de surface, comme ça, vous allez voir, ça n'a pas d'importance, ça va s'annuler. On peut prendre la surface rectangulaire qui serait là, ou la surface d'un cercle si on avait pris un cylindre, ça n'a aucune importance. Comme vous allez voir dans une minute, j'ai laissé A comme ça. Q intérieur maintenant.
Si j'ai pris une certaine partie de la charge totale, disons que tout ça c'était Q, mais là j'ai une distribution de charge surfacique. Combien de charges qu'il va y avoir ici? Ben, il va en avoir autant que j'ai pris de surface. Donc, je vous rappelle que par définition, une distribution de charge surfacique, c'est la charge divisée par la surface. Donc, si je veux avoir la charge qu'il y a à l'intérieur de ma pilule de Gauss, ben, il faut que je regarde c'est quoi la surface que j'ai pris ici. Ben, la surface que j'ai pris ici, c'est la même surface que j'avais sur ma surface supérieure ou inférieure. Donc, si je multiplie ma distribution de charge surfacique par cette surface-là, ça me donne la charge qu'il y a à l'intérieur de ma pilule de Gauss. Je fais l'égalité. Donc, le flux va être égal à Q intérieur sur epsilon 0. Donc, mon flux est égal à EA, qui est égal à sigma fois A sur epsilon 0. Donc, on voit bien que les surfaces A vont s'annuler. Donc, j'ai E qui est égal à sigma sur epsilon 0. Donc, ça, c'est le champ électrique près de la surface d'un conducteur. Vous allez voir, il y a une nuance à faire entre la surface d'un conducteur et la surface d'un non-conducteur. On va voir pourquoi. On a déjà démontré la surface du non-conducteur la semaine passée. On va le refaire avec le théorème de Gauss. Vous allez voir, c'est quand même relativement simple. Donc, voilà pour le champ électrique près de la surface du conducteur. L'autre type de symétrie, c'est les symétries cylindriques. Donc là, j'ai pris encore une fois un exemple qu'il y avait dans votre manuel pour le faire, c'est-à-dire une tige qui est chargée négativement avec une densité de charge linéique lambda. Donc là, c'est ça l'idée, c'est de quand on a un fil comme ça, on peut pas prendre une sphère. Donc si on prend une sphère, ben, c'est sûr que la distance entre le fil et la sphère va varier, on veut pas ça. Pourquoi on prend le cylindre? Parce qu'on va avoir ici un champ qui va être vers l'intérieur. Donc, si je mets la charge d'essai ici, une charge d'essai positive, ben, elle est attirée par les négatifs de ma ligne de charge. Donc, ma force va être vers l'intérieur. Donc, mon champ électrique est vers l'intérieur. Et peu importe où je me place avec ma charge d'essai positive, je vais toujours avoir des champs qui vont être vers l'intérieur. Donc, on l'a bien orienté comme ça. Pourquoi l'avantage du cylindre? Ben, vous allez me dire qu'ici, la distance, elle varie. Tu as bien raison. Même chose sur la surface inférieure. Par contre, pourquoi ça change rien? Ben, parce que DA va être vers les Y, puis E ici va être vers ton fil. Fait que l'angle entre les deux, c'est quoi? Ben, c'est 90. Donc, ton flux va être nul. Donc, le flux sur les deux surfaces ici va être nul. Il va juste rester ce flux à calculer sur la surface qu'on a identifiée comme S1 ici. Donc, je l'ai fait en détail dans les calculs. Donc, E.dA est égal à Q intérieur sur epsilon 0. Donc, E va être égal à E.dA vecteur va être égal à la sommation des intégrales sur les trois surfaces. Donc, j'ai décomposé en trois surfaces. Première chose à faire. Donc, ici, question de notation, si on veut vraiment être rigoureux. C'est pas quelque chose que je vais pénaliser, mais si vous voulez vraiment bien le faire, là, une intégrale fermée se décompose en trois intégrales ouvertes. Une intégrale fermée, ça veut dire que c'est quand la boîte est fermée au complet. Donc, si je veux fermer la boîte, ça me prend le tube et le couvercle et la base de ma boîte. Juste la base de ma boîte, donc la surface S3, c'est pas une intégrale fermée, c'est juste une surface. C'est pas une surface fermée, c'est pas une boîte fermée. Donc, ça, c'est une intégrale ouverte, mais elle est fermée quand j'additionne les trois. Ces trois surfaces-là me donnent ma boîte fermée. Donc, c'est ça l'idée. Si vous voulez vraiment bien le faire rigoureusement au niveau de l'écriture, celle-là, elle est fermée, celle-là est ouverte, celle-là est ouverte, celle-là est ouverte. Les surfaces S1, S2, S3. Ensuite, on va regarder c'est quoi le flux à travers chacune de ces surfaces-là. Donc, je regarde sur la surface 1. Donc, la surface 1 qui est mon tube ici. DA vers l'extérieur, toujours vers l'extérieur le DA, mais mon champ est vers l'intérieur, donc sur un cos de 180 degrés. Sur la surface 2, DA par en haut, E vers l'intérieur, donc cos de 90. Sur la surface 3, DA par en bas, E vers l'intérieur, cos de 90. Donc, ce flux-là va tomber à 0, ce flux-là va tomber à 0 parce qu'on a un cos de 90 qui vaut 0. Et lui, on va avoir un flux qui va être négatif, comme les lignes de champ rentrent à travers cette surface-là. On va avoir une valeur de moins 1 pour le cos de 180. Donc, il me reste juste la surface S1. J'ai sorti le moins, le E, je le sors ici, donc il me reste l'intégrale de dA. Donc la surface S1, j'aurais peut-être dû l'identifier ici, on va le faire. On va l'appeler S1. Donc l'aire de la surface 1, qui est dans le fond la surface de notre tube.
Je vous rappelle que pour un cylindre, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'est fait circonférence fois longueur, ce qui dans le fond est comme le cylindre qu'on déplie, ça me fait un rectangle. La base de mon rectangle, c'est la circonférence de mon cercle. Donc 2πr L fois la hauteur de mon cylindre. Donc voilà. Donc j'ai mon flux négatif de moins E fois 2πr L. Le Q à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai comme charge à l'intérieur de ma distribution de charge? Donc j'aurai un lambda fois la longueur de mon fil. Donc lambda fois L. Comme j'ai un lambda qui est négatif, j'ai mis un moins lambda pour être sûr que j'ai un module de champ électrique qui est positif. Sinon j'aurai un module de champ qui est négatif. Je vous rappelle que à chaque fois qu'on a un module, c'est toujours positif. Faites attention à vos questions dans le manuel. Parfois, il y a quelques gens qui m'ont écrit des démarches qui sont exceptionnelles, là, qui sont parfaites, que j'ai rien à dire. Mais après ça, pourquoi j'arrive à un négatif, moi, en Y, puis finalement, la réponse, elle est positive dans le manuel? Ben, des fois, c'est niaiseux, comme on vous demande juste le module. Faites attention, un module, c'est toujours positif. Dans ce cas-ci, on se retrouve à avoir le flux qui est égal à ça, qui est égal à Q intérieur sur epsilon 0. Q intérieur est égal à moins lambda fois L, donc distribution de charge linéique. Donc, distribution de charge linéique fois la longueur, ça me donne la charge. Donc, ça, c'est des coulomb par mètre fois des mètres. Ça me donne bien les coulomb. Donc, moins E 2πrL. Ça est égal à ça divisé par epsilon 0. Donc, voilà. Ce qui me donne finalement mon champ électrique en module qui est positif, lambda sur 2πre epsilon 0. Donc ça me donne le module pour avoir l'orientation. Ben, si j'ai quelque chose qui est négatif en termes de distribution de charge, ça va être vers l'intérieur. Si c'est quelque chose qui est positif, ça va être vers l'extérieur. Donc c'est toujours un champ qui est radial. On calcule des modules avec le théorème de Gauss. On part avec des vecteurs, mais les vecteurs, on les dessine sur le schéma. On n'a plus de vecteurs après ça dans notre réponse. On va toujours avoir des modules. Donc, faites attention. Les orientations, là, comme je vous ai dit, là, moi, j'ai choisi de prendre la méthode de juste avec les charges d'essai, puis juste faire le schéma. Je trouve que c'est la façon la plus simple. Différents manuels ont différentes techniques, des fois avec des vecteurs unitaires qui peuvent être vraiment lourds à porter. J'ai choisi de ne pas faire ça avec vous. Si vous voulez faire avec les vecteurs unitaires, vous pouvez, là, mais pour moi, c'est juste plus compliqué. Là. Donc voilà. La feuille non conductrice, on l'a déjà démontré la semaine passée en faisant le colimite de notre anneau qu'on a transformé en disque. Après ça, on a dit que le disque tendait vers l'infini. C'est le même principe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une surface d'un non-conducteur. Donc, il y a des charges qui sont réparties sur sa surface. Encore une fois, on prend une pilule de gaz. Donc là, moi, c'est les pilules comme je les connais bien. Donc le cylindre comme ça, 3 surfaces comme d'habitude. La seule différence qu'on va avoir, c'est que là, on n'a pas de champ nul à l'intérieur. On va avoir un champ de chaque côté. Donc c'est là la différence en réalité. C'est qu'au lieu d'avoir la charge qui crée des flux dans une seule surface comme pour le conducteur, on a la charge qui crée des flux dans 2 surfaces. Donc la surface d'en haut et la surface d'en bas, la surface 1 et 2 dans notre schéma ici. Donc ce qui va nous créer 2 fois plus de surface pour la même charge. Donc, on a un facteur 2 qui va apparaître. Donc, voilà. Théorème de Gauss, pareil. Même chose, on a 3 surfaces à calculer. La seule différence qu'on avait avec tout à l'heure, c'est que notre surface d'en bas a un flux. Donc là, le champ ici va être par en haut. Si on met notre charge d'essai positive, en haut de notre ligne de champ, elle va être repoussée par ces lignes de champ-là, donc champ par là. Si on met notre charge d'essai positive en bas, elle va être repoussée par les charges positives de la feuille. Donc, champ par en bas quand on est en bas. Écoutez, c'est le même principe. Hein? Donc, sur la surface S1, on va avoir un cos de 0. Donc, l'angle entre les deux est bien de 0. Sur la surface S2, encore une fois, E2 puis DA2, toujours vers l'extérieur. Qui va être 0. Et maintenant, sur la surface 3, donc on a E qui est par en haut ou par en bas, avec un DA qui est vers l'extérieur. Donc, dépendamment si on se place en haut ou en bas, on va avoir E qui va être par en haut ou par en bas. Mais de toute façon, c'est toujours perpendiculaire à notre DA qui est vers l'extérieur. Désolé d'avoir checké. Donc, cos de 90, ce terme-là va tomber à 0. Et puis, il nous reste juste le flux à calculer à travers la surface 1 et la surface 2. Donc, E de DA de la surface 1 et la surface 2. Donc, c'est la même surface 2 fois. Donc, on va avoir 2 fois E fois pi r carré.
Q intérieur va être égal à sigma fois A de la même façon. Donc la surface qui est ici, on le voit un petit peu mieux sur le dessin ici qu'il y a tantôt, là. La surface qui est ici, c'est la même surface qui est là. Donc c'est le même cercle qui compose notre cylindre. Donc combien qu'il y a de charge ici? Ben c'est sigma, notre distribution de charge surfacique, fois cette surface-là, qui se trouve être exactement la même surface que notre surface S1 ou S2. À ce moment-là, ben on va avoir encore une fois pierre carrée pour notre surface de notre Q intérieur. On va mettre encore une fois les deux trucs égaux. Donc le flux est égal à Q intérieur sur epsilon 0. On se retrouve à avoir ça. Donc on se retrouve à avoir E qui est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Champ électrique près de la surface d'un non-conducteur. Donc le champ est équivalent des deux côtés. Donc là j'ai mis l'image de côté. Nos charges positives sont ici. On a sigma sur 2 epsilon 0 de ce côté-là et sigma sur 2 epsilon 0 de ce côté-là aussi. J'ai fait un exemple semblable à ce que vous aviez dans votre manuel. Beaucoup de gens me questionnent sur ce type de problème-là. Il est peut-être un petit peu plus complexe dans votre manuel dans le sens qu'il y a plus de plaques. Là, je pense qu'on a mis 3 plaques. Mais c'est le même principe si on a une troisième. Là, j'en ai juste mis 2 ici. Là. Uniformément. Donc, 2 grandes plaques non conductrices ont des charges réparties uniformément sur leur surface. Quelle est la charge électrique à gauche, au centre et à droite des plaques si sigma A est égal à ça et sigma B est égal à ça? Si on ne précise pas en général dans un exercice, on prend feuille non conductrice. Moi, à l'examen, je vais toujours vous donner de l'information, soit que je vais dire non conductrice ou isolante ou conductrice ou métallique. Donc, si je te dis métallique, il faut que tu dises tout de suite conductrice. Je te dis non conducteur ou isolant, ben voilà. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Si non conductrice ou isolant, ça veut dire qu'on va prendre sigma sur 2 epsilon 0. Si on dit conducteur ou métallique, on va prendre sigma sur epsilon 0, donc l'autre formule qu'on a démontrée plus haut. Donc, en gros, écoutez, faire un problème comme ça, si on va avoir le champ électrique ici, ici et ici, l'idée, c'est tout simplement faire l'addition vectorielle des champs électriques aux 3 endroits. Donc, on a besoin de calculer le champ à gauche, au centre et à droite. Donc, moi, j'ai commencé par faire ça. Donc, j'ai identifié à gauche, au centre et à droite. Donc, j'ai un champ à gauche à calculer vectoriel, un champ au centre à calculer vectoriel et un champ à droite vectoriel. J'aimerais aussi vous faire remarquer que là, il faut faire ça près des plaques, puis en réalité, la distance avec les plaques n'influence pas ce champ-là. On suppose que les plaques sont suffisamment grandes pour créer un champ constant sur une certaine distance. C'est sûr que si tu prends une plaque d'1 cm, puis tu places à 10 cm de cette plaque-là, ça ne fonctionne plus. Il faut vraiment qu'on soit beaucoup plus près que la dimension de la plaque, mais ça, en général, on suppose que c'est respecté, là. Donc, ce qu'on doit faire, c'est regarder c'est quoi les champs créés par cette plaque-là. Ben, si j'ai une plaque qui est positive, ça fait un champ qui est sortant. Un petit peu comme l'image qui est ici. Si j'avais des signes négatifs ici, qu'est-ce que ça ferait? Ben, ça ferait un champ rentrant. Mettez vos charges d'essai positives, si vous ne vous rappelez pas. Là. Charge d'essai positive ici est repoussée, charge d'essai ici est repoussée. Si ça, c'est des négatifs, ben, charge d'essai ici serait attirée, charge d'essai positive serait attirée. Donc, les champs sont influencés par le signe comme ça. Si je regarde ma plaque A, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est positive. Donc, si je me place à gauche de cette plaque-là, il va y avoir un champ qui va être sortant. Si je me place à droite, quand même que je me place ici ou ici, mais le champ va être sortant ici vers la droite. Donc, à gauche vers la gauche, à droite vers la droite. Tandis que je prends la plaque B. Si je me place à droite de la plaque B, mais je vais avoir un champ qui va être rentrant. Donc, vers la plaque. Et si je me place à gauche de la plaque B, je vais avoir un champ qui va être rentrant vers la plaque B. Donc, les champs sont toujours rentrants, c'est négatif, sortant, c'est négatif. L'idée, c'est de dessiner ça, parce qu'au bout de la ligne, ce que j'aurai besoin de faire, c'est additionner ces vecteurs-là aux 3 endroits. Mais pour additionner les vecteurs, il faut que je connaisse leur orientation. Donc, je les ai dessinés ici. Si je regarde à gauche, mon vecteur A, comme je disais, il est sortant. Donc, signe positif crée un champ sortant. Tandis que lui, il est négatif, donc crée un champ vers lui. Donc, ici, je vais avoir un champ qui va être créé par la plaque A qui va être vers la gauche et un champ créé par la plaque B vers la droite. Tandis que je regarde entre les deux, au centre, ben lui, il y a une charge qui est positive, donc il va créer un champ qui va être vers la droite. Sortant. Lui, négatif, donc il se fait attirer. Champ vers la droite aussi. Donc les deux sont dans la même direction au centre. Ici, ils n'étaient pas dans la même direction. Ici, ils sont dans la même direction. Je regarde ici.
ben mon champ créé par ma plaque positive, sortant. Champ créé par ma plaque négative, rentrant. Donc lui est vers la droite, lui est vers la gauche. Donc c'est ça qui va changer entre droite, gauche, centre. C'est la direction de ces champs-là que je vais devoir additionner ou soustraire. Première chose que j'ai décidé de faire, moi, premièrement, c'est de calculer c'est quoi EA et EB. Donc, j'aurai besoin de ces modules-là pour pouvoir bien additionner ou soustraire mes vecteurs. Donc, EA ici, ben, sigma A sur 2 epsilon 0. Donc, je fais le calcul. Sigma B, même façon. Pas plus compliqué que ça, là. J'ai pas mis les signes pour le négatif. Pourquoi? Parce que je veux le module. Donc, le module du champ, ben, ça me prend quelque chose en valeur absolue. Donc, les modules, c'est toujours positif. Qu'est-ce qui va me donner si c'est positif ou négatif? C'est ces vecteurs-là. Donc, c'est module fois orientation. Si je commence à remultiplier par des signes négatifs, après ça, ben, je vais avoir des problèmes. Donc, si rappelez-vous que ça, c'est un module. Ça, c'est un module. Il n'y a pas de vecteur par-dessus. Quand c'est un module, c'est toujours positif. Donc, après ça, ben, E à gauche, c'est quoi? Ben, mon vecteur EA qui est négatif, donc moins I, et mon vecteur B qui est positif, donc plus I. J'additionne les deux, ça me donne négatif en I comme résultant à gauche. Au centre, les deux sont positifs, donc plus I pour mes deux composantes. Ça me donne un résultat positif en I. Et à droite, ben, j'ai plus I pour le A et moins I pour le B, ce qui me donne un résultat positif en I. Voilà. Donc, si on avait 3 plaques, ben, on fait la même chose 3 fois. Donc, on devrait avoir un troisième vecteur ici. On aurait le AA, le EB, le EC si on a une troisième plaque. Mais on refait la même chose. Donc, on a additionné vectoriellement ces 3 vecteurs-là. Donc, j'ai eu beaucoup de questions sur un numéro semblable dans vos exercices. Vous n'avez que ça à faire. Vous n'avez pas besoin, quand c'est un exercice numérique, de tout démontrer ces formules-là. Si on te demande c'est quoi le champ électrique à près d'une surface d'un non-conducteur ou d'un conducteur, là, on fait ça. Là, il faut absolument redémontrer ça. Mais si on dit qu'il y a une distribution de charge surfacique de tel chiffre, donc des problèmes numériques, on utilise des formules. Ça c'est important de faire la distinction. Quand on va faire l'examen ensemble, là, je vais essayer de vous le rappeler là, pendant que je vais faire la lecture de l'examen. C'est-à-dire que quand il y a des exemples numériques, vous pouvez utiliser les formules et si il n'y a pas de chiffre là-dedans, ben il faut démontrer. Ben, en réalité, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez faire s'il n'y a pas de chiffre là, à part démontrer. Mais c'est ça qu'il faut faire. Donc oui, je m'attends à ce que vous soyez capable de faire le théorème de Gauss appliqué comme ça. Donc, c'est vraiment une application plus vectorielle, là, plus adresser un problème qui est arrivé plusieurs fois dans plusieurs questions que vous m'avez posées. Dernier truc, les symétries sphériques. Donc, comme vous voyez, c'est les deux symétries qu'on a là. On a des symétries cylindriques, des symétries sphériques, il n'y en a pas d'autres. Donc, essayez pas d'inventer d'autres formes. Tantôt, on a fait des cubes tantôt, mais c'était juste pour calculer des flux, là. Quand on va faire le théorème de Gauss, ça nous prend vraiment des choses symétriques. Donc, les symétries qu'on va utiliser, c'est le cylindre, la sphère, il n'y en a pas d'autres. Donc, mettons que j'ai une sphère creuse, donc une sphère conductrice. Qu'est-ce que ça change dans les deux cas? Rien du tout pour nous, parce que ce qu'on veut, nous, c'est la distribution des charges. Donc, ça, une sphère creuse, c'est-à-dire une coquille, exemple un ballon de basket, n'importe quel ballon qui est gonflable. Tout le caoutchouc se trouve en surface. Donc, la charge, si on a un plancher qui crée un débalancement où on frotte notre ballon, va se répartir en surface. Si on a une sphère creuse conductrice ou même pleine conductrice, même chose, les charges vont se répartir en surface. Donc, les deux cas, ça va faire exactement la même chose. Donc, la charge totale de ma sphère de rayon grand R va être égale à Q. Donc, si je veux avoir le champ à l'extérieur de ma surface, donc ça c'est mon point 1. Donc, si je veux savoir si R est plus grand ou égal à grand R, donc ce que je vais faire une symétrie par rapport à ma sphère. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus dans la même symétrie qu'une sphère? Rien. Donc, c'est ce qu'on va faire comme forme de Gauss. Donc, en pointillé, c'est ma surface de Gauss fermée qui est une sphère qui va englober ma charge qui est constituée d'une sphère de rayon grand R. Là, c'est petit r, ma surface de Gauss. Encore une fois, je vais avoir un champ qui va être uniforme le long de cette surface-là. C'est pour ça que j'ai choisi ma sphère et mon dA vers l'extérieur, encore une fois.
Ça change jamais, toujours DA vers l'extérieur. Donc, l'avantage de prendre cette symétrie-là, c'est que DA et E est exactement dans la même direction. Fais attention, si on avait une charge négative, ben DA serait toujours à l'extérieur, mais E serait vers l'intérieur. Donc, on aurait une charge qui serait... pas une charge, mais des vecteurs qui seraient à l'opposé. Donc, on aurait un 180 degrés entre les deux. Par contre, la charge à l'intérieur serait négative, si c'était le cas. Donc, on aurait un module, encore une fois, qui serait positif. Mais notre vecteur, on l'aurait orienté directement sur notre schéma. Donc, c'est ça. Théorème de Gauss. Il est très, très, très semblable à ce qu'on a déjà fait. En fait, identique avec ce qu'on a fait pour la charge ponctuelle. C'est, pour dire identique, là, complètement identique. Donc, E.dA, on enlève notre produit scalaire. Pourquoi je ne l'ai pas enlevé partout, je ne sais pas. Je vais vérifier avant de vous l'envoyer que je n'ai pas oublié une coupe de place encore. Donc, E.dA, donc EDA, E 4 pi r carré, donc la surface de ma sphère de Gauss. Donc, encore une fois, le rayon petit r, s'il ne m'intéresse pas, hein, c'est le rayon de la surface de Gauss. C'est là que j'évalue mon champ électrique. Je suis pas en train d'évaluer mon champ électrique sur la surface de mon conducteur. Je suis en train d'évaluer le champ électrique sur ma surface de Gauss. Donc, la surface de ma surface de Gauss, c'est vraiment cette sphère-là qui vaut 4 pi petit r au carré. La charge à l'intérieur de ma sphère, donc je l'ai écrit ici, la charge de la sphère c'est égal à Q, donc Q intérieur est égal à petit q. C'est tout, on met ça à égalité et on se retrouve exactement à la même chose que quand on avait notre charge ponctuelle. Si on se trouve à l'intérieur d'une charge qui est répartie sur une sphère, si R est plus grand que le rayon de ma sphère, on se comporte exactement comme une charge ponctuelle. Donc moi, c'est sûr que je vais accepter les deux réponses. Je vais accepter 1 sur 4 pi epsilon 0 ou KQ sur R au carré. Moi, j'aime bien garder ça. Je sais que ça fait quand même 2-3 caractères de plus à écrire, mais ça change pas grand-chose. De toute façon, si tu veux le réécrire, il faut que tu te rendes là de toute façon et faire l'égalité. Donc, tu vas écrire des caractères de plus de toute façon. Donc, tu peux le laisser comme ça, c'est bien correct. Donc voilà. Si on le fait à l'intérieur, ben là, je l'ai fait le dessin que je voulais vous faire tout à l'heure, que je l'ai mimé un petit peu. Si je refais mon théorème de Gauss à l'intérieur, donc si R plus petit que grand R, donc on l'a dit tout à l'heure, on a dit qu'à l'intérieur d'un conducteur, la charge, le champ électrique était toujours nul. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de charge à l'intérieur du conducteur. Ben, c'est encore vrai. Si je fais ma surface de Gauss comme étant la surface, donc une sphère rouge ici, on la mettrait de rayon petit r encore, mais comme je disais, on n'aura pas vraiment de calcul à faire. Ben, c'est quoi le Q à l'intérieur de ça? Ben, il n'y en a pas. Toutes les charges Q se trouvent à être ici. Donc, en surface de mon grand R, donc à l'intérieur de mon cercle rouge, il n'y a absolument rien. Si Q intérieur est égal à 0, ben mon flux est égal à 0. Si mon flux est égal à 0, ben cette surface-là n'est pas égale à 0. Ça veut dire que c'est mon champ qui est égal à 0. E est égal à 0. Champ électrique nul à l'intérieur d'un conducteur. Donc, qu'est-ce qu'on met comme justification? Ça, c'est amplement suffisant. Donc, j'ai besoin que tu me dises que le Q intérieur est égal à 0. Là. Ça, faut que je le voie. Là. Si tu me dis que le Q intérieur est égal à 0, donc le flux est égal à 0, c'est tout. J'ai pas besoin d'avoir plus que ça, mais je dois avoir une justification. Pour moi, ça, c'est une justification. Là. Si tu me dis que ton théorème de Gauss te dit que ça est égal à ça, mais que ce terme-là est égal à 0, parce qu'il n'y a pas de charge à l'intérieur de ça, ben c'est bien parfait. Tout le monde est heureux avec ça. Donc, le champ électrique est nul à l'intérieur d'un conducteur. C'est tout. Donc, je vous ai fait je l'ai trouvé dans votre manuel. L'expression en fonction de petit r, là, de la distance en fonction de 0, là, ça fait un graphique un peu étrange. Hein? Le champ est nul à l'intérieur, puis tout d'un coup, dès on arrive sur le rayon, paf, il monte jusqu'à une valeur qui est égale à EK sur R au carré. Puis il va décroître en fonction de R petit r au carré. Donc, c'est inversement proportionnel au carré. Selon cette relation-là, c'est ce R au carré-là, que ça va diminuer. Donc, ça donne un graphique un peu comme ça. Maintenant, si j'ai une sphère pleine, donc non conductrice uniformément chargée, donc là, une distribution de charge volumique. Donc, on a un ρ qui est égal à une constante, c'est-à-dire une distribution de charge volumique qui est régulière à travers un volume. Ben, si je me place à l'extérieur de ma sphère creuse, puis j'ai une charge Q qui contient dans ma sphère, écoutez, j'ai la même chose.
quand même que la charge ici était en surface ou que la charge était redistribuée sur toute la surface, sur tout le volume, qu'est-ce que ça change? Ben, rien du tout. Mon Q intérieur à l'intérieur de ma ligne en pointillé est la même chose. Là où ça va changer quelque chose pour nous, ça va être quand on va se placer à l'intérieur de cette sphère-là. C'est pas le cas ici pour l'instant. Si on est à l'extérieur de la sphère, le champ est exactement la même chose. Donc, il n'y a aucune influence, il n'y a pas de différence. Si je vous demande c'est quoi le champ à l'extérieur d'une surface qui est uniformément chargée, ça vaut exactement la même affaire. Donc, pas besoin de se casser le basic. C'est la démarche, je ne l'ai même pas recopiée. C'est exactement ça. Il n'y a aucune nuance. C'est pareil, pareil, pareil. Donc, je ne l'ai pas répété. Là. Tout ce que je l'ai dit, c'est identique à la sphère creuse, puis j'ai écrit la valeur. Là où ça va changer, c'est quand on va regarder quand R va être plus petit que R. Pourquoi? Parce que là, si on a une charge qui est distribuée uniformément sur le volume, ben là, dans ma sphère de grandeur petit r, il y en a des charges. Et pas juste en surface, il y en a là-dedans. Puis, ce qui est un peu maudit là-dedans, c'est qu'il n'y a pas toute la charge Q. Il y en a une certaine partie. Là, ce qu'on va être obligé de calculer, ça va être quoi la charge qu'il y a là-dedans. Ça va être ça, dans le fond, notre seul défi qui nous reste à faire pour ce chapitre-là. Donc, comme je disais, la charge dans la sphère de rayon grand R, ça va être Q. Dans la sphère de rayon petit r, qui va être mon Q intérieur tout à l'heure, on va l'appeler Q'. Puis c'est ça qu'on va devoir calculer tout à l'heure. Donc, on va appliquer notre théorème de Gauss de la même façon qu'on fait depuis le début. On va dire que mon théorème de Gauss, je commence par l'écrire, soyez pas paresseux, on va l'écrire un petit peu. Donc, mon E.dA est égal à l'intégrale de E, encore une fois, mon mot de produit scalaire que j'ai oublié partout. Donc, on va avoir EdA cos de 0 parce que les deux sont dans la même direction. Il n'y a rien qui change. Une chose qu'il faut réaliser, là, une question qui arrive parfois, puis là, je vais essayer de l'anticiper parce que je ne vous vois pas. Oui, il y a de la charge qui est ici. Hein? Donc là, moi, je fais une sphère comme ça pour mon théorème de Gauss. Donc, ma sphère fermée de Gauss, c'est la ligne pointillée qui est ici. Mais oui, il y a des charges qui sont là. Donc, il y a une partie là-dedans qui va être Q', mais au total, dans tout ça, il y a Q. Donc, il y a une petite partie qui reste là-dedans. Ça ne m'intéresse pas. Le théorème de Gauss me dit que je fais le lien entre les charges qui sont à l'intérieur d'une surface fermée et le champ électrique. Donc, qu'est-ce qui est à l'extérieur de cette surface fermée-là? Je m'en balance. Ça ne m'intéresse pas. Il pourrait en avoir beaucoup, pas beaucoup ici. Je m'en occupe pas. Donc, jamais je vais m'occuper de ce qui est à l'extérieur de ma surface de Gauss. Là. On regarde vraiment juste ce qui est dans notre petit cercle fermé. Donc voilà, je sors mon E parce que j'ai choisi une sphère, parce que j'ai une symétrie sphérique. Donc le E est constant sur cette sphère-là. Je peux le sortir. Encore une fois, cette sphère-là est de rayon 4 pi r carré. Oui, le rayon ici va être petit, plus petit que grand R, mais ça reste une surface petit r. Donc ça ne change rien. C'est exactement la même étape pour le flux. C'est pareil, pareil. Je vous dirais que pour pas mal toutes les géométries sphériques, ça va ressembler pas mal à ça, vos démarches. Là. La seule chose qui peut changer, c'est qu'on va avoir un cos de 180 si on a une charge négative, donc le champ va être vers l'intérieur. Sinon, ça va être exactement ces étapes-là. Donc là, notre défi qui reste, c'est le Q intérieur. Donc comme je disais, le Q intérieur est égal à Q', qui n'est pas égal à mon Q, mais j'aimerais savoir c'est quoi la relation entre Q et Q', parce que le Q', c'est tellement aléatoire en fonction de ce rayon R-là. Et j'aimerais avoir une relation qui est exprimée en fonction de petit r et non pas en fonction de Q', qui est beaucoup trop difficile à prévoir. Là. Tandis que mesurer un rayon puis avoir c'est quoi ce point-là, donc je vais avoir c'est quoi le champ à ce point-là, ben c'est dire, OK, je vais à 1 cm du centre, ça va. Mais à Q' est égal à 2 microcoulombs, on ne sait pas ce que ça veut dire. Là. Donc on veut vraiment avoir une distance, donc l'exprimer en fonction de petit r. Donc, Q intérieur va être égal à Q'. Donc, si je mets ça à égalité les deux trucs, donc j'ai mon flux qui est égal à mon Q' sur epsilon 0. Et c'est ça qui me reste, c'est déterminer qu'est-ce que Q' vaut. L'idée, c'est qu'on va partir avec l'hypothèse de départ que ρ est égal à une constante. Ben, si ρ est égal à une constante, ça veut dire quoi? C'est que c'est la charge divisée par le volume. Ben, si c'est constant, ben, si je prends un plus gros volume, ben, j'aurai plus de charge. Je prends un plus petit volume, ben, j'aurai une plus petite charge. Donc, peu importe la
quantité de volume que je vais prendre, le rapport entre la charge sur le volume devrait toujours donner la même chose. C'est ça une constante, c'est que ça ne change pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends ρ qui est une constante, donc CTE veut dire constante, diviser la charge totale de ma sphère au complet par le volume de la sphère au complet devrait revenir à prendre ma charge qu'il y a dans ma sphère de gaz Q', divisé par le volume de ma sphère de gaz petit r. Ce rapport-là entre la charge et le volume doit toujours rester constant. C'est ça une distribution de charge qui est continue. Si c'est pas continu, ben il faut faire l'intégrale de ρ fois dv. Puis on est souvent moins content de faire ça, mais c'est ça l'astuce que vous devrez faire si jamais ça arrive. Si c'est constant, ben on peut tout simplement faire le rapport comme ça. Donc, on va dire que le volume de ma sphère grand R, ben un volume d'une sphère, c'est 4/3 de pi r cube. Donc, c'est ce que j'ai fait ici, qui est égal à mon Q' sur le volume de ma sphère de petit r. Voilà. Il y a plein de trucs qui simplifient le 4 avec le 4, le pi avec le pi, le 3 avec le 3, ça simplifie. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai isolé Q', puis j'ai simplifié tout ce qui restait. Donc, qu'est-ce qui me reste? C'est Q' est égal à Q petit r à la 3 sur grand R à la 3. Donc, je vous invite à faire cette étape-là, assurément, pour être sûr de bien vous pratiquer. Je sais qu'il y en a plusieurs qui vont regarder ça, qui vont dire « Ah, c'est évident », puis plein d'autres qui vont regarder ça, puis ils vont faire comme « Mais comment qu'il a fait? » Prenez le temps. Dans le fond, j'ai juste isolé Q' ici, là, puis vous devriez y arriver. Donc, après ça, j'ai ramené mon Q' ici. Je me suis retrouvé à avoir ça. Et j'ai isolé mon E. C'est tout le temps ça l'idée, c'est de trouver mon E. Donc, je vais trouver avec cette relation-là. Donc, E va être égal à Q. J'ai mis mon R en évidence. Donc, j'ai un R3 ici qui va venir se simplifier avec le R. Il va juste me rester une puissance de R. Donc, on voit ici que le champ, dans le fond, n'est pas constant à l'intérieur. Il va varier en fonction du rayon. Donc, à mesure que le rayon va augmenter, il va y avoir de plus en plus de charge dans ma surface de gaz. Donc, de plus en plus de champ. Là, j'ai oublié d'inclure le graphique du champ, mais en réalité, vous verriez qu'il est dans votre manuel, là, vous pouvez le trouver facilement. Vous allez voir que c'est proportionnel de 0 à grand R, donc ça grandit de façon linéaire, et rendu à grand R, ben, on diminue de façon petit r au carré, donc inversement proportionnel au carré, comme on avait démontré ici. Donc c'est la même relation qu'on avait tout à l'heure, c'est juste qu'au départ, ben, là, on grandit vraiment de façon linéaire. Donc au lieu d'avoir le graphique comme ça, qui est pour le conducteur, ou la coquille, ben on aurait quelque chose qui partirait de 0 et qui grandirait de façon bien linéaire. Donc, on a une ligne droite qui monterait directement ici, puis après ça, le reste est pareil. Mais c'est sensiblement la même chose. Donc, vous avez votre relation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut être à l'aise de démontrer. C'est typique question d'examen. J'ai demandé presque à chaque année. Donc, attendez voir quelque chose qui ressemble à ça. Je vous promets à l'examen, si c'est pas ça, ça va être quelque chose d'autre, mais vous voyez qu'il n'y a pas 10 000 possibilités du théorème de gaz qu'on peut faire, mais je vous garantis une question à l'examen qui va commencer par, à l'aide du théorème de gaz, démontrer que, donc ça peut être une symétrie sphérique ou une symétrie cylindrique, il n'y en a pas 1000, il y en a 4 là, qu'on a fait ou 5 aujourd'hui. Ça va être une de ces 5-là, premier juré, donc laquelle que ce sera votre groupe, on verra. Mais c'est sûr que vous allez avoir quelque chose à faire du genre. Donc, vous savez déjà une de vos questions d'examen. Assurez-vous d'être capable de faire quelque chose du genre. Pratiquez-vous avec le théorème de gaz. Vous allez voir qu'après quelques pratiques, ça devient super simple. Si tu le fais en situation détendue, si tu fais ça stressé la veille de l'examen, ben tu vas passer à côté. Puis on s'entend que c'est 3 chapitres à l'examen, donc c'est un chapitre sur 3. Fait attendez-vous d'avoir quand même quelques points sur le théorème de gaz. Pour ne pas dire un gros bloc. Donc, s'il vous plaît, ne négligez pas tout ça. Si vous avez des questions, vous m'écrivez comme d'habitude. Je vous ai demandé, j'ai envoyé un petit email hier, des suggestions d'exercices. Donc, vous pouvez m'écrire jusqu'à dimanche soir. Je ferai ça lundi. J'ai pas décidé encore exactement quel format je vais faire ça. Peut-être que je vais le faire à la main. Je sais pas trop comment je peux faire ça pour l'instant, mais je vais essayer de me trouver quelque chose. Donc, envoyez-moi vos suggestions d'exercices que vous voudriez que je fasse avec vous. Que je fasse la démarche au complet. Puis même, je vais prendre le temps de mettre des points approximatifs que je mettrai dans une correction d'examen. Puis, je vais peut-être adresser en même temps les principales erreurs que je vois. Pour l'instant, les plus grosses erreurs que je vois,
dans vos démarches, c'est tout le temps au niveau des schémas. Je sais pas là, comment vous pensez vous pouvez faire des exercices sans faire un bon schéma. C'est absolument impossible. Je sais pas si tu as vu un de mes exercices que je t'ai fait à date qui commençait pas par un schéma. Ben en fait, non, t'en as pas vu, là, à moins que tu te fasses fermer les yeux pendant quelques minutes. Là. Étape 1 de la physique, c'est schéma. Tout le temps, tout le temps. Étape 2, c'est tracer sur le schéma nos vecteurs qu'on a à représenter. Puis après ça, on sort nos formules, puis on fait nos calculs. Ces étapes-là sont importantes. Je veux les voir. Si tu as ces 4 étapes-là en partant, là, après ça, ben, c'est de la mathématique. Fait que si moi, j'ai vu que tu as compris qu'est-ce qu'on fait, ben, c'est-à-dire calculer des vecteurs sur un schéma, ben déjà là, moi, je suis de bonne humeur, là, puis je vois que tu as compris quelque chose. Si tu as des carences mathématiques, c'est sûr que ça va te pénaliser, que tu n'auras pas les réponses. Mais au bout de la ligne, si tu m'as montré un gros bloc de compréhension, tu peux t'en sortir avec pas mal de points. C'est sûr qu'avoir les réponses, ça va donner un maximum de points, mais quand même pas mal de choses que tu es capable de faire là-dessus. Donc, je vous ai donné les exercices suggérés. Certains trouvent qu'il y a trop d'exercices. Fais ce que tu sens le besoin. C'est pas moi qui va décider qu'est-ce que tu vas faire, mais garde en tête que c'est que ça que je te demande de faire cette session-ci. Je t'ai pas demandé de rapport de lab, je t'ai pas demandé d'étudier tes notes de cours par cœur. Tout ce que je te demande de faire pour te pratiquer pour les examens, c'est de faire tes exercices. Ne perds pas de temps à mémoriser tes notes de cours, ça sert à rien. Vraiment là, c'est faire les exercices qui est le plus payant. Donc, t'en as quelques-uns qui te restent à faire. Comme je vous disais, je devrais vous publier une dernière petite vidéo avant l'examen lundi pour adresser les principaux numéros. Donc, comme je vous ai dit, je vais faire les 3 plus populaires au niveau des questions. Je note déjà ceux qui m'ont commencé à m'envoyer. Donc, n'hésitez pas, envoyez-moi ça. Sinon, continuez à m'envoyer vos questions par MIO. Quelques-uns ont commencé à me demander si je pouvais faire des rencontres Teams avec eux. C'est difficile pour moi ces temps-ci. Je dois vous confier que mes enfants sont présentement confinés à cause d'un cas de COVID. Là. Donc tout le monde a testé négatif, donc pas d'inquiétude, là, mais sont quand même confinés jusqu'à début de la semaine prochaine. Donc je les ai pas mal dans les pattes tout le temps. Fait que c'est difficile pour moi de trouver ça, là, de trouver un moment que je peux ne pas être dérangé, mais... Donc, MIO, pour moi, reste quand même la façon la plus facile de vous répondre sans être dérangé. Et aussi, je trouve ça bien intéressant de laisser des traces. Écoutez, j'ai rien contre répondre à des questions oralement, mais j'ai souvent répondu à 10 fois la même question du même étudiant ou étudiante là, parce qu'ils prennent pas de notes, puis c'est juste oral. Donc, en MIO, on laisse des traces et comme ça, vous avez quelque chose... un document que vous pouvez vous référer si jamais vous avez les mêmes questions. Encore une fois, n'hésitez pas. Je sais que des fois, vous trouvez que ce que je vous réponds n'est pas adéquat. C'est pas pour rien que je vous réponds comme ça. C'est pour vous aider le mieux possible. J'essaie vraiment de trouver c'est où la lacune que vous avez pour vous aider à passer par-dessus. Je sais que des fois, vous aimeriez que je vous réponde d'une certaine façon ou d'une autre façon. Ça n'arrivera pas. Là. Je fais ça pour une raison, c'est pas parce que vous êtes différent de d'autres, c'est vraiment parce que je juge que c'est la méthode pédagogique qui est la meilleure pour vous aider. C'est pas parce que je veux pas faire ce que vous me demandez, c'est parce que je juge que c'est ça qui est le meilleur pour vous. C'est pas pour moi là, que je fais tout ça, c'est vraiment pour vous. Donc, j'espère que vous allez comprendre ça rapidement. Donc, meilleure des chances pour votre préparation. Oubliez pas, on se revoit la semaine prochaine pour les sous-groupes A pour le premier examen et sous-groupe B la semaine suivante. Donc, bonne préparation et à bientôt.